Au cœur de l'actualité nationale ces derniers jours, le code électoral était en débat. C'était au siège de la Fondation Friedrich Ebert dans la soirée de ce jeudi 18 octobre 2018. Ce soir, la Fondation offre cet espace public pour discuter du code électoral voté récemment par l'Assemblée nationale, examiné par la Cour constitutionnelle et, suite à la décision de celle-ci, mise en conformité par le Parlement. L'une des questions majeures qui nous est apparue opportune de poser aujourd'hui, après l'adoption de cette loi majeure, est de savoir la loi est votée, oui, mais et après? Dans une ambiance surchauffée et tendue, 4 panélistes ont mené le débat. Honorable Jean-Michel Abimbola, Honorable Nouremi Achade, Honorable Orden Aladati, tous députés à l'Assemblée nationale, et Nouroudine Saka Saleh, juriste. Ce qui a changé fondamentalement, M. Amonon, c'est tout ce que le législateur a voulu augmenter au cours 2013. Et tout ce qui a été augmenté, ajouté au code 2013, a été une régression, je dis, pour notre démocratie. Par définition, une règle exclut. Alors, est-ce que parce qu'une loi exclut, est-ce que parce qu'une règle exclut, ça veut dire que c'est scélérat ou liberticide? Si c'est le cas, j'aimerais tout de suite qu'on me dise que la Constitution béninoise est scélérate. Donc, oui, une loi exclut. À partir du moment où vous mettez, il faut avoir au moins 25 ans pour être candidat, vous excluez tous ceux qui n'ont pas 25 ans. Donc oui, c'est une loi, je l'assume entièrement, mais je le dis peut-être pas dans le sens où vous l'entendez. C'est une sélection naturelle. Il a donné quelques exemples. Il faut mettre des règles. Et celui qui ne respecte pas les règles est exclu. C'est ça la démocratie. C'est pour cela que dans l'édiction des règles, il est prescrit que ce soit des règles connues de tous. La loi ne vise personne de façon particulière. Je ne parlerai pas d'exclusion, je parlerai plutôt de contrainte. On sait très bien que pour les campagnes, il y a des sommes faramineuses qui sont dépensées. Donc, le montant, même si je le trouve indécent, pour moi c'est caution zéro. Même si je le trouve indécent, je trouve que ce n'est pas un frein à la candidature, mais plutôt la question des 10% et la question du fait qu'on ne peut plus aller en alliance à une élection et qu'on est obligé soit de se fondre dans un ensemble existant. Et je vois que manifestement, il y a aujourd'hui des difficultés. C'est la première fois qu'on va peut-être aller à une élection et qu'à 6 mois avant, on ne sache pas encore quelles sont les forces qui vont concourir. On ne sache pas quelles sont les forces qui vont compétir. Je vois aujourd'hui que les porteurs de ce projet, excusez-moi le lapsus, cette proposition de loi, sont les plus en difficulté par rapport à l'organisation. Si je voudrais prendre le mot, M. Saka Saleh, il dit que c'est les géniteurs de la loi qui sont ceux qui en souffrent le plus aujourd'hui. Le débat est clos. Le débat est clos. Il y a une volonté manifeste d'exclure. Parce que quand je prends la question du quitus fiscal, on me dit, qui donne le quitus fiscal? Un an avant qu'on ne fasse sortir la proposition de loi qui introduise le quitus fiscal dans le code électoral, le directeur des impôts a écrit sur le plan national, a pris une note de service pour dire à ses collaborateurs, seul moi, DG, impôt, je donne le quitus fiscal. Et à la suite de ça, on met dans le code qu'il faut désormais un quitus fiscal. Est-ce que si aujourd'hui, M. Patrice Talon, président de la République, patron des 2 blocs de la majorité, si il dit à son directeur nommé par lui de ne pas me donner le quitus fiscal, est-ce que j'en aurai? Disons-nous la vérité. Quel est l'exposé des motifs? L'exposé des motifs, 1, c'est d'assainir le paysage partisan béninois. 2, donc c'est de favoriser la constitution de grands ensembles qui ne soient pas éphémères, d'où l'exclusion des alliances. Donc il faut que ce soit de vrais partis politiques. Et pour cela,
nous avons mis des dispositions aussi bien dans la charte, aussi bien dans le code électoral, et nous compléterons cela par la loi sur le financement des partis politiques. Dans une circonscription électorale, que les populations aient voté pour un candidat, qu'elles aient voté pour ce candidat-là, qu'elles veillent que ce soit ce candidat-là qui les représente. Et que, au finish, la Cour dise que c'est un autre qui a été proprement battu là, et que c'est lui qui est élu. Est-ce qu'il n'y a pas incohérence? Nous savons tous quels sont les niveaux de revenus au Bénin. C'est un peu comme si nos aînés voulaient nous dire, nous, on n'a pas eu à subir toutes ces contradictions-là avant d'être député et avant de décider pour vous. Mais vous qui voulez venir là, vous allez payer pour le faire. Vous qui voulez être candidat, vous allez payer pour venir vous asseoir à notre place. Je trouve ça indécent. Aucun parti politique aujourd'hui au Bénin, je défie quiconque, aucun parti politique actuellement existant au Bénin n'a 249 millions de francs CFA sur son compte bancaire. L'objectif, c'est d'exclure. Ils vont trouver 249 millions où? Ils sont allés de 200 millions, ils sont arrivés à 249 millions. Ils vont trouver ça où? Je voulais dire aux femmes et aux jeunes ici que cet argent, s'ils sont dans des logiques nucléaires avec des partis politiques qui se résument à eux et à leur famille, naturellement, ils auront à débourser cela. Mais s'ils rentrent dans la logique du regroupement des partis politiques, c'est leur parti politique qui va déposer cette somme. Je crois qu'il faut considérer que le lapsus de mon collègue Achadi tout à l'heure est très grave. De dire, vous avez le trésor public. Ça veut dire qu'à posteriori, c'est un aveu. Et si c'est un aveu, il est le plus à même de le dire. Parce qu'il a été dans le gouvernement dont il incrimine. Moi, je dis, Composé de toutes les couches sociales, c'est un public excité qui a participé aux échanges. Des interventions de qualité pour une soirée pas comme les autres. L'affaire des 10%, bon, au début ça me posait des problèmes, mais après j'ai dit ça ne pose aucun problème. Parce que si vous voyez l'élection présidentielle par exemple, vous pouvez voter 100% pour quelqu'un dans un département et la personne ne serait pas élue. Et même quand vous prenez les députés, quand vous prenez une circonscription électorale, il y a un village ou un arrondissement qui peut voter 100% pour quelqu'un et ne sera pas élu. Donc, ça ne pose pas énormément de problèmes, mais je vois un avantage. L'avantage que je vois, c'est que ça va changer les négociations à l'intérieur de l'Assemblée. Je voudrais faire remarquer que depuis que ce débat se mène, je n'ai pas entendu un seul professeur de droit constitutionnel s'offusquer de cette question. Tout simplement parce que cela existe dans les manuels de droit constitutionnel. Vous le verrez partout. Le seuil de représentativité est inhérent à la représentation proportionnelle. On ne peut pas mettre dans le code ce dispositif qui parle de 10% et qu'on maintienne encore les circonscriptions électorales. Je propose que pour harmoniser les choses, si quelque chose est encore possible, ce que je ne pense pas, qu'on enlève carrément le dispositif qui parle de la scission des circonscriptions électorales, qu'on maintienne le dispositif qui concerne le code électoral. Si les 10%. Moi, j'ai l'impression que, excusez-moi, les députés de la majorité parlementaire n'aiment pas les critiques. Je vais m'expliquer un peu. En 2015, vous étiez de l'autre côté, vous avez fait les mêmes critiques. Aujourd'hui, souffrez que l'esprit de la démocratie dans laquelle nous nous trouvons amène les autres à critiquer un temps soit peu ce que vous. Merci à tous de votre participation et bonne soirée.